Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Camille Laurent, écrivaine, chroniqueuse littéraire et secrétaire générale de l'Académie Goncourt, et Philippe Claudel, également écrivain, ainsi que réalisateur et dramaturge et président de l'Académie Goncourt. Camille Laurent, Philippe Claudel, bonsoir et bienvenue à Bucarest. Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors, ce mardi, vous avez annoncé ici les ouvrages choisis suite à la deuxième sélection du prix Goncourt. Petit aparté sur le prix Goncourt pour nos auditrices et auditeurs. C'est le plus prestigieux, le plus ancien prix littéraire français, le premier ayant été décerné en 1903. Et là, je vais citer Wikipédia, mais sous votre vigilance. Donc, ce prix littéraire est décerné chaque année par les 10 membres de l'Académie Goncourt au début du mois de novembre, au premier étage du restaurant Drouan à Paris, après 3 sélections successives, les 2 premières intervenant en septembre et en octobre, parmi les romans publiés dans l'année en cours. Vous venez donc d'annoncer les élus de la deuxième sélection. Troisième sélection, excusez-moi. Et pour en savoir davantage, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à se rendre sur la page de RFI ou sur celle de l'Académie Goncourt.com, parce que aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à ce que signifie votre venue ici en Roumanie, sa symbolique, le message qu'elle porte. Alors, vous savez sans doute que l'Institut français a fêté et continue de célébrer le centenaire de sa présence en Roumanie. Vous savez qu'il y a une présence forte de la France en Roumanie, des relations historiques et culturelles qui datent de plus d'un siècle. Et votre visite s'inscrit dans cette commémoration. De votre côté, comment le choix de Bucarest s'est-il imposé ? Si je puis me permettre de répondre, ma chère Camille, je vous en prie, cher au nom de président. l'Académie. Écoutez, nous avons avec l'Institut français des relations extrêmement proches et très cordiales, en raison justement des choix Goncourt de l'étranger, qui existent depuis plus de 25 ans et qui concernent maintenant 40 choix Goncourt dans le monde entier. La plupart naissent dans des pays par l'impulsion de professeurs ou de membres de l'Institut français, et nous les accompagnons avec notre parrainage, et c'est un grand plaisir justement de participer à cette forme de diplomatie douce culturelle avec et aux côtés de l'Institut français. C'est la raison pour laquelle, lorsque sa présidente Eva Nguyen Bine nous a demandé si l'Académie accepterait de faire le déplacement à Bucarest pour à la fois fêter ce 100e anniversaire de l'Institut français de Roumanie et débattre et promulguer notre 3e liste le 22 octobre. Nous avons accepté avec un grand plaisir. C'est la première fois que Bucarest est choisi pour annoncer Oui, mais vous savez, sélection. nous nous déplaçons assez peu. Nous l'avons fait l'année dernière à Cracovie parce que c'était justement le 25e anniversaire du choix Goncourt de la Pologne, qui avait été le premier pays à mettre en place un choix Goncourt de l'étranger. Et puis, dans le passé, nous sommes allés à Beyrouth, qui est une ville et un pays, le Liban, extrêmement symbolique, proche de la France et souffrant malheureusement depuis déjà de longues années, depuis 1975. Et nous y sommes allés 2 fois et nous étions allés aussi à Tunis, au musée du Bardo, après l'attentat, pour montrer également notre solidarité avec un pays en proie à ces attaques ignobles. Donc, ce n'est pas systématique, mais c'est vrai que nous le faisons de temps en temps. Ça, c'est un point je dirais, à appuyer, qui feront très plaisir aux Roumains. Camille Laurent, parmi les ouvrages que vous avez lus et ceux que vous avez sélectionnés, qu'est-ce qui vous a marqué cette année ? Est-ce qu'une tendance se dégage? Est-ce qu'une envie particulière des écrivains se dégage? Est-ce que le contexte international pèse davantage dans les écrits? Je ne dirais pas davantage. Il y a toujours une part des romans, puisque ce sont essentiellement des romans que nous couronnons. Il y a toujours une part de romans qui s'inspirent des grandes questions sociétale plutôt que politique, mais bon, ça se rejoint parfois. Mais il y a aussi toujours une veine plus intimiste. Cette année, nous avons un certain nombre de romans ou de textes sur la famille, les liens au père notamment. Mais aussi des textes, par exemple, je pense à
Abdelataya, avec la question de l'homosexualité au Maroc, donc des questions vraiment contemporaines et importantes. Philippe Caudel? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Camille. Et puis, vous savez, notre liste, en fait, elle est représentative de la production littéraire ultra-contemporaine. C'est ce qui fait son intérêt aussi. Et nous avons des textes extrêmement variés, à la fois, comme l'a dit Camille, sur l'intime, sur des questions sociétales, des questions politiques aussi, ou qui reviennent sur des tragédies marquantes, notamment celle du Rwanda, avec le livre de Gaël Faye, ou alors de l'Algérie des années 90, avec celui de Kamel Daoud. Et puis, nous avons aussi des livres, j'allais dire, qui appartiennent dans le bon sens du terme, à la littérature populaire, donc qui s'adresse à un large public. Je pense au livre d'Olivier Norek ou de Sandrine Colette. Et puis, à l'autre extrême, finalement, nous avons des tentatives littéraires extrêmement ardues, aiguës, passionnantes, comme le livre de Thomas Clair, aux éditions de Minuit. Donc, vous voyez, tout cela est très varié, mais c'est représentatif, finalement, de la richesse de la production littéraire française contemporaine. Et est-ce que les délibérations auront été, elles aussi, assez ardues cette année? Pas tellement cette année, hein, non. Non, évidemment, nous sommes des personnalités très différentes, donc nous avons des goûts littéraires différents, donc cela donne lieu à des discussions animées, mais c'est tout l'intérêt. Bien sûr, vous ne trouvez pas que c'est formidable de s'engueuler pour un livre, hein, franchement? Moi, il y a de la passion, voilà. Ben oui. Quand on se passionne à ce point-là, alors au sein de l'Académie Goncourt, au sein des jurys choix Goncourt de l'étranger, ou même au sein de l'opinion, quand vous voyez la place qui est accordée durant la rentrée littéraire dans les médias français à la littérature, ça prouve quand même qu'on est encore capable, comme ça, de s'enthousiasmer pour des livres, de débattre, de s'opposer, d'argumenter, comme je le disais, parfois de s'engueuler, mais ça participe à un débat fructueux. Et quand vous n'arrivez vraiment pas à vous mettre d'accord, je crois que c'est le président qui tranche, c'est ça? Oui, notre règlement pour l'instant prévoit qu'au 14e tour, lorsqu'il y a une égalité, puisque nous sommes 10 à l'Académie Goncourt, hein, nous ne sommes pas un nombre impair, donc au 14e tour, si on est arrivé à 5-5 pendant 13 tours, le président obligatoirement doit utiliser sa double voix. Une question sur la profusion de titres pendant la rentrée littéraire, on en parle souvent. Dernièrement, j'entendais des libraires qui se plaignaient un petit peu de la dynamique des grands distributeurs, hein, des 3 grandes structures de distribution qui imposent, qui ont une logique commerciale, et les libraires qui disent que voilà, pendant 2-3 semaines, on n'a pas le temps de faire connaître aux lecteurs certains livres. Alors, on ne va pas parler de la logistique commerciale de la chose, mais est-ce que quelque part, les auteurs et les maisons d'édition devraient aussi peut-être parfois prendre un petit peu plus de recul? Est-ce que vous, quelque part, vous aimeriez dire que l'écriture, ça demande du recul, et que peut-être réfléchir à son besoin d'écrire, à la raison de l'écriture, c'est peut-être un travail qui devrait être davantage fait pour peut-être éventuellement, je sais que c'est un message qui est éventuellement difficile à faire passer aux écrivains, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, j'ai un petit peu la sensation, quand j'écoute par exemple les entretiens de la librairie Mola de Bordeaux, qui sont très intéressants, on a envie de lire tous ces écrivains, mais parfois on se dit, bon, peut-être que ça aurait pu attendre. C'est bien qu'il y ait beaucoup d'écrivains et qu'ils soient très divers. Donc, quels seraient les critères pour décider que tel auteur ne doit pas être publié ou pas maintenant? Évidemment, les éditeurs ont leurs propres critères. Hein. Tous les livres ne sortent pas en même temps à la rentrée, mais on ne peut pas non plus empêcher les écrivains de rêver d'avoir un prix littéraire qui peut changer leur vie. D'accord. Vous savez, alors c'est vrai qu'il y a une logique commerciale chez les éditeurs. C'est un commerce, le livre, mais dans le sens noble du terme. Hein, il n'y a pas de honte à être commerçant. Et ce commerce des livres, il s'appuie effectivement sur des infrastructures financières, sur des questions de rentabilité. Donc, publier un livre, c'est toujours un pari pour un éditeur. On ne sait jamais ce qui va marcher ou pas. Vraiment. Et même pour nous-mêmes, enfin Camille en témoignerait, quand on a eu la chance d'avoir des gros succès, on était sans doute incapable de dire que ce livre-là, plus qu'un autre, allait plaire au public. Donc, l'éditeur n'en sait rien. Il lance comme ça des bouées à la mer. Est-ce qu'elles vont être attrapées par beaucoup de bras? On ne sait pas. Et puis, il y a aussi une chose, il faut le savoir, ça intéresse peut-être les auditrices et les auditeurs. Il y a des auteurs qui insistent pour être publiés à la rentrée littéraire.
qui vraiment font le forcing auprès de leur éditeur pour paraître en septembre. Parce que c'est vrai qu'il y a ces prix d'automne qui peuvent complètement changer la carrière d'un livre et d'un auteur. Donc l'éditeur, il est aussi sous l'insistance d'auteurs. Mais moi, je terminerai par une chose. Moi, je suis très très heureux d'être dans un pays qui regorge de livres. Le pire, ce serait l'inverse, d'avoir des librairies avec 10 titres. Donc voilà, il y a une offre considérable en littérature française, en littérature étrangère, et c'est merveilleux. Alors bien sûr, il y a des livres qui sont moins lus, il y a des livres qui ne sont peut-être pas lus, mais un livre, ça dure en même temps. C'est-à-dire qu'un libraire, c'est pas quelqu'un qui travaille dans l'instant. Les copains libraires que j'ai, ils ont ce qu'on appelle du fond. C'est-à-dire qu'ils continuent à soutenir des livres qui ont paru il y a 30 ans, il y a 35 ans. Donc il faut leur faire confiance. C'est ça, il y a le phénomène de la rentrée littéraire, mais ensuite, les livres restent en librairie et peuvent être lus et en bibliothèque. Et puis ils ont plusieurs vies, oui. Voilà. Vous allez me permettre une question un peu hasardeuse sur la production littéraire actuelle et comment elle est influencée ou pas par un contexte, un quotidien où notamment, mais pas seulement, les séries télévisées où il faut une bonne histoire, des rebondissements prédominent, enfin en tout cas ont une vraie place dans on va dire ça comme ça, dans le quotidien des gens de façon générale. Je prends un exemple, le prix Goncourt 2020, L'Anomalie d'Hervé Letellier, livre passionnant, haletant. Alors, il a eu le prix, très bien, et je l'ai tout à fait compris. Et c'est un roman passionnant, très original, d'avion double voyageant entre Paris et New York. Mais voilà ma question un peu hasardeuse. N'y a-t-il pas, selon vous, un peu une tyrannie de la bonne histoire, de l'histoire, du storytelling, un peu influencée peut-être par les anglo-saxons et par rapport à ça, quand on pense aux grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, où sur des centaines de pages, il ne pouvait pratiquement rien se passer. Je pense à Robert Musil, par exemple. Et on se dit peut-être aujourd'hui, mais ça, il n'y a plus le temps. Peut-être qu'il n'y a plus le temps et il n'y a plus la place pour des romans où il n'y a pas trop d'histoire. Si je puis me permettre, je citais tout à l'heure un livre qui est dans notre sélection, celui de Thomas Clair, qui est vraiment, qui rentre dans le cadre un petit peu de ce que vous décrivez quand vous parlez de Musil, ou pour les parler de l'Ulysse de Joyce aussi. Je ferai remarquer quand même que quand on parle des grands classiques, Musil ou Joyce, son Ulysse, très peu de gens l'ont lu. Beaucoup le citent, mais très peu l'ont lu. Mais ce sont des monuments, voilà. des monuments isolés de la littérature, mais qui existent. Mais permettez-moi de citer un autre auteur, par exemple, de la fin du 19e siècle français, celui-ci, Zola. Zola est un grand raconteur d'histoire. Tous les romans de Zola sont construits vraiment sur des personnages, sur une narration, sur des rebondissements, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui en langage scénaristique de série une arche. Donc tout cela est très construit, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et d'ailleurs, le roman feuilleton au 19e siècle n'a fait que précéder ce qui existe aujourd'hui dans le domaine des plateformes télévisuelles. Donc, alors, vous citez L'Anomalie de Letellier, qui, pour, j'allais dire, résumer un peu caricaturé, est presque un épisode de Black Mirror, puisque vous faites référence à des séries. Ou alors l'an passé... D'ailleurs, je crois que ça va devenir une série, ou que c'est déjà devenu une série, L'Anomalie. Je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas, effectivement. Et l'an passé, nous couronnons Jean-Baptiste Andréa avec Veiller sur elle. Jean-Baptiste Andréa est scénariste, et c'est vrai que quand on le lit, notamment dans son roman, on voit qu'il y a un métier. Je ne vais pas employer le mot de truc, non. Il y a un métier de scénariste, de raconteur d'histoire, et d'images, et de scènes, de concepteur de scènes. Ça se retrouve, mais au bénéfice de son livre. Quand je vous entends, je me rappelle maintenant que vous êtes réalisateur également. et donc oui, ça se sent. Oui, d'accord. On ne va pas reprocher à quelqu'un ou à quelqu'une, si vous voulez, de savoir raconter une histoire. Mais la littérature ne se résume pas à raconter une histoire. Et justement, c'est pour ça que le spectre de notre sélection, il est quand même tout à fait large. Mais il est vrai que la façon de raconter une histoire, je suis d'accord avec Philippe, le roman, c'est quand même d'abord raconter une histoire, une bonne histoire de préférence, une histoire qu'on ait envie de découvrir. Mais peut-être que ce que vous voulez dire, c'est ce qui a changé, c'est le rythme de l'histoire. Il y a beaucoup plus de dialogue, beaucoup moins de description, ça va plus vite.
c'est certainement vrai. Et ça vous diriez mais c'est aussi que le style, la littérature est aussi en vivante accord avec l'époque, avec les nouvelles technologies. Enfin, ça, on ne peut pas reprocher ça à la littérature. Les écrivains vivent dans leur siècle. Tout à fait. Mais cela dit, on ne peut pas fabriquer un grand livre. La littérature, elle ne se fabrique pas. Vous voyez, c'est-à-dire que alors, il y a les livres, et beaucoup de livres sont conformes à ce que vous décrivez. C'est-à-dire où on voit finalement qu'il y a des ficelles qui sont utilisées, hein, avec des rebondissements, avec ce qu'on appelle des cliffhangers à la fin de chaque chapitre pour accrocher le lecteur, pour le faire aller au suivant, etc. On a beaucoup de livres comme ça dans la production, mais ça ne rentre pas, nous, dans ce qu'on recherche au Goncourt. Nous sommes quand même les vigies de la littérature. C'est-à-dire que nous essayons de voir comment se comporte le continent littéraire. Là, ce sont des livres tout à fait respectables, mais qui n'ont peut-être pas les qualités littéraires suffisantes pour être appelés de la littérature. Je sais que vous avez un programme qui a été chargé, et donc on va vous laisser maintenant tranquille. En tout cas, merci d'avoir été au micro du soir. Hein, merci. Cette émission est écoutée en Roumanie et à travers Internet un petit peu partout, et également à Chisinau. Hein, n'oublions pas nos amis moldaves qui ont été ravis, et notamment en ce moment, de vous écouter. Merci à vous, Camille Laurent et Philippe Caudel, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous disons à la semaine prochaine. Week-end Placout. Au revoir.